On a vu le transistor dans ses caractéristiques de transfert, c'est-à-dire VBE F de IC, donc la tension d'entrée et le courant de sortie. On a vu la relation entre IB et IC qui nous a donné le bêta du transistor. Et maintenant, nous allons étudier l'effet transistor, c'est-à-dire cette source de courant que l'homme a voulu fabriquer pour faire des circuits électroniques. Et on va passer sur la caractéristique de sortie d'un transistor bipolaire. Si vous regardez cette caractéristique qui est là, et vous regardez ce qu'il y a sur les axes, je reviens sur ce schéma. Là, j'ai IC, et là, j'ai VBE, et je suis en train de regarder VCE. J'aimerais bien voir ce qui va se passer avec le transistor quand VCE va varier. Donc, toute notre attention sur ce VCE, étant donné qu'on a démontré déjà que IC est commandé par VBE. Donc, on a vu que ce courant-là est commandé par ceci. Alors, comment cet effet transistor est et quelles sont les caractéristiques qui nous permettent d'analyser qu'est-ce qui va se passer à la sortie. Rappelez-vous qu'on a dit la sortie, ça va être souvent entre collecteur et émetteur, ou émetteur ou collecteur, ça dépend de quel côté on va brancher notre charge. Ça, c'est la loi IC-VCE. Mais regardez ce que j'ai noté ici. À une tension constante. Je viens de mettre une tension VBE4, je vais appeler 4, est égale à 665 mV. Donc, pour une tension ici, de l'ordre de grandeur de UJ, mais bien sûr, c'est UJ qu'on avait dit que c'est l'exponentielle, et que ça, c'est une valeur qui est prise sur la loi exponentielle. Quand vous regardez là, vous observez que le courant est absolument, jusqu'ici, indépendant de la variation de la tension UCE. Vous faites varier UCE comme vous le souhaitez, donc vous faites varier UCE dans toute cette plage-là, vous verrez que IC n'est absolument pas affecté par ce qui se passe. Donc, c'est une source du courant. Le courant est entièrement commandé par ça. Parce que si maintenant vous variez VBE, donc si tout d'un coup vous mettez une autre tension VBE, regardez ce qui se passe. J'ai mis une tension légèrement inférieure et j'ai baissé le courant avec. Bien sûr, c'est commandé par ça. Cette tension-là, je l'ai baissée, le courant il va la suivre. Sur la fameuse loi exponentielle qu'on avait vue. Si vous continuez à faire la même chose, vous changez VBE et vous mettez encore une tension plus faible. Mais quand je dis plus faible, regardez la différence. On est toujours autour de la même valeur. N'oubliez pas que la commande de IC-VBE est une loi exponentielle. Donc il suffit de peu de variations sur ce VBE pour que le courant varie exponentiellement par rapport à ça. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et je vais encore baisser. Donc j'arrive à une certaine valeur de VBE. Donc à chaque fois que je bouge cette tension-là, ce courant, il change avec. Donc j'augmente la tension, je baisse la tension et j'ai des sources de courant, et on appelle ça source de courant commandée, qui vont suivre la variation de la tension VBE. Mais j'insiste sur le fait, quand vous regardez la variation de VBE, n'oubliez pas que ça, c'est commandé par une loi exponentielle. Donc très peu de variations ici induit beaucoup de variations sur le courant IC, et c'est ce qui explique pourquoi j'ai des variations entre 629 mV à 665 mV, qui fait varier le courant de quelque chose de l'ordre de 2,5 mA à 10 mA. Donc c'est cette tension-là qui n'a pas d'effet, mais observez bien, quand la tension VCE arrive quelque part dans cette zone qu'on appelle la zone de saturation, on va l'expliquer, et surtout quand VCE tend vers 0 et tout près de 0, cette superbe source de courant et cette valeur constante du courant IC n'est plus aussi constant qu'on l'imagine, ça commence à chuter. Donc lorsque VCE est égal à 0, en première approximation, le transistor entre dans quelque chose qu'on appelle la saturation. Et j'aimerais bien insister là-dessus avant de passer sur une explication de nature autre. Donc on a dit VCE n'affecte pas le courant IC. Et je suis en train de dire si, et seulement si, VCE est égal à 0, ceci affecte.
Donc c'est simplement quand on est dans cette condition-là que nous perdons la caractéristique de transistor en source de courant. Et la valeur du courant que nous avons, il est contrôlé par le VBE. C'est le fameux robinet à électrons qui permet à ce transistor, tant que VCE n'est pas égal à 0, de rester en fonctionnement normal. Donc je viens d'ajouter un mot supplémentaire et un deuxième mot aussi. Je parle d'un transistor qui conduit, mais quand il conduit, il a deux états. Un état qu'on l'appelle normal, c'est ce qui va nous intéresser dans les circuits analogiques, et un état qu'on appelle saturation, c'est quand la tension UCE devient égale à 0. Donc je vous prie de retenir ces deux choses et de se rappeler que finalement IC, commandé par VBE, n'a plus cette loi qui nous intéresse lorsque VCE est égal à 0. Mais alors qui va décider que VCE est égal à 0? Mais c'est vous qui allez le décider, c'est votre circuit. Si par hasard vous mettez une résistance qui passe dans laquelle vous faites passer le courant IC, plus le courant IC augmente, plus la chute de tension au bord de cette résistance va augmenter. Donc, vous risquez vous-même de saturer le transistor. Ce n'est pas une caractéristique propre au transistor, c'est à vous dans votre circuit de veiller à ce que VCE soit supérieur ou strictement supérieur à 0 pour que vous garantissez que votre transistor est dans un fonctionnement normal. C'est comme si vous êtes en train de dire « je veux utiliser le transistor de là à certaines valeurs, c'est à vous de décider, mais veillez à ce que ce VCE n'entre pas ici parce que je n'ai plus ce comportement que je vois ici. » J'aimerais bien commencer maintenant à introduire la modélisation de ce qu'on a présenté jusqu'à présent. Je vous ai parlé de modèle linéaire grands signaux, on va l'appeler grands signaux, et j'insiste, on va parler d'un mode DC, c'est-à-dire nous sommes dans le monde des courants et tensions continues. Et on va parler de ce modèle, et ce modèle-là, il va être complètement différencié de ce modèle qu'on appelle modèle linéaire petits signaux. Et on va parler de l'AC. La différence fondamentale entre l'un et l'autre, celui-ci, il va nous servir toujours pour polariser le transistor. Ceci, il va nous permettre d'utiliser le transistor pour amplifier des signaux et permettre à des signaux linéaires d'utiliser le transistor. Rappelez-vous, le transistor peut être bloqué. Et rappelez-vous que le transistor peut être saturé. Donc ces deux mots qu'on a retenus tout à l'heure, bloqué et saturé, sont les deux mots clés qui vont nous garantir que si le transistor n'est ni bloqué ni saturé, je peux l'utiliser. Et là, je parle de modèle linéaire petits signaux, mais vous aurez l'occasion de bien comprendre ceci avec des exemples. Quand je prends le modèle linéaire grands signaux, je rappelle aussi que la jonction base émetteur, pour que le transistor conduit, doit être de l'ordre de grandeur de UG. Donc je vais utiliser ce modèle. Et croyez-moi, c'est le modèle que vous allez tout le temps utiliser quand vous posez vos transistors dans un montage et vous mettez des tensions et des courants continus avant de superposer quoi que ce soit comme signaux variables qu'on aimerait bien amplifier. Donc on est dans un monde purement DC et on va utiliser ce modèle. Et il est d'une simplicité énorme. Il vous dit dès que votre tension, si vous pouvez garantir que VBE est de l'ordre de grandeur de UJ, sachez que le transistor va conduire, donc sachez que vous allez avoir un courant dans le transistor. Quelle est la valeur de ce courant? Personne ne sait. Ça, il faudra le mettre dans le circuit. Mais il y a une chose, s'il y a un courant dans le transistor, vous pouvez tout de suite remplacer VBE par UJ. C'est une approximation. Et c'est une approximation uniquement parce qu'on a remplacé la loi exponentielle par ceci. Maintenant, je prends le transistor et je dis, si je n'ai pas VBE est égal à UJ, donc je suis quelque part inférieur, sachez qu'il n'y a plus de courant qui passe, ni dans le collecteur, ni dans la base. C'est qu'à la limite, si vous êtes ici, le transistor, vous l'enlevez du circuit, vous ne verrez rien du tout. Donc on a deux conditions d'utilisation et qui nous donnent tout de suite une tension qu'on peut utiliser en disant le transistor conduit, j'ai observé qu'il y a un courant dans le collecteur, donc il pourrait y avoir un courant dans la base puisque les deux sont linéairement proportionnels. Donc à ce moment-là, je vais dire VBE est égal à UJ et cette courbe est en train de me le dire. Donc la loi qui nous montre quel est le modèle linéaire grand signaux en DC se résume à cette partie de cette courbe et cette partie. Pas de courant, un courant non défini mais qu'il existe, mais surtout dès qu'il existe,
il y a une tension UJ. Maintenant, j'aimerais bien prendre le modèle linéaire petits signaux. Et là, regardez ce que j'ai dessiné là et je regardais ce que j'ai dessiné ici. Là, je ne dessine pas ça. Ça, je vais l'utiliser simplement pour faire une simplification du calcul et pour dire VBE est égal à UJ. C'est tout. C'est tout ce que je vais sortir de ceci. Je vais passer maintenant sur la vraie loi exponentielle. Et j'insiste sur le fait que vous verrez bien que la loi elle-même, analytiquement, elle va me servir, mais c'est plutôt la dérivée de cette loi qui va me servir que la loi elle-même. Si vous me garantissez que le transistor conduit, tant que vous êtes là, et que cette tension est égale à ça, donc vous êtes ici. Si quelqu'un peut vérifier que VBE est égal à UJ, de l'ordre de grandeur, c'est 0,6, 0,65, 0,71, tout ça, ça signifie qu'on est de l'ordre de grandeur de cette tension de jonction. Sachez que votre transistor est en train de conduire. Donc vous êtes quelque part ici. Comme on a approximé ça par une droite, là je prends la vraie loi exponentielle. Et qu'il y a un courant qui traverse votre transistor. Et que ce courant-là, il est le courant IC, et pour lequel il y a bien sûr une tension de l'ordre de ce UJ. Mais alors, si vous superposez maintenant à cette tension qui est là, qui bien sûr pas celle-ci, parce que ça c'est une approximation grossière, que si vous mettez ce point-là dans la loi exponentielle, vous êtes sur un point de fonctionnement, d'où le nom point de fonctionnement, c'est-à-dire il y a un courant continu et une tension VBE0 d'une valeur donnée, eh bien sachez que votre transistor, il est sur cette loi ou sur cette pente exponentielle de la relation IC-VBE. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, ce qui va se passer, lorsque vous prenez cette loi et cette explication que je viens de donner, et vous prenez le point qu'on vient de voir tout à l'heure avec un courant continu, une tension continue, et vous venez là superposer une petite variation. On appelle ça accroissement. Je vous rappelle, quand on a regardé la caractéristique de sortie, on était en train de parler de millivolts là-dedans. Donc si vous prenez quelques variations VBE de quelques millivolts, vous allez voir une variation du courant qui va la suivre. Rappelez-vous que VBE, c'est le robinet qui contrôle le courant qui passe, et on a fixé un point fixe, puis on a commencé à bouger autour de ce point fixe pour qu'on commande un courant, et ce courant-là, il va nous donner un courant dans le collecteur qui est à l'image de cette tension. C'est ça le transistor. Il vous a pris VBE, il l'a transformé en un courant IC. Et si cette loi-là et celle-ci sont linéaires, eh bien vous avez trouvé ce qu'on va appeler la transconductance plus tard, c'est-à-dire l'approximation de la loi exponentielle autour de ces deux points qu'on a extraits de ceci et qu'on a rapporté à cette courbe-là, et on se trouve en un point, et si vous faites varier cette tension-là entre phase et émetteur, ça va vous commander le courant dans le collecteur. Et celui qui dit que j'ai un courant dans le collecteur d'une valeur donnée, il suffit de jeter ce courant dans une résistance, ça devient une tension. Donc j'ai converti une tension VBE en un courant. Si je mets ce courant-là qui est à l'image de VBE, eh bien je trouverai une tension qui est à l'image de ce courant. Et ça, on le fait à travers la résistance. Donc ce que j'aimerais bien que vous reteniez de cette courbe-là, que quand je parle d'un modèle AC, c'est que sûrement j'ai déjà utilisé le modèle DC. Et que quand j'ai utilisé le modèle DC, j'ai admis une approximation, mais j'ai admis. Je ne connais pas la valeur exacte. Mais quand j'admets ça et je fais un calcul DC, ça va me permettre de connaître des valeurs qui vont sortir ici. Et ces valeurs qui vont sortir ici vont me permettre de faire l'approximation que là maintenant je suis sur la loi exacte. Mais de cette loi exacte, qu'est-ce que je dois prendre? Est-ce que je dois prendre toute cette courbe? Pas du tout. Est-ce que je pourrais me contenter par une approximation d'une petite partie de cette courbe qui est la tangente sur ce point-là, et je fais l'approximation que la pente de la tangente, que je vais l'appeler le GM, c'est ça la conversion de VBE en un courant, et qu'on va appeler la transconductance, eh bien ça signifie que je suis dans AC, et je n'ai qu'à connaître la valeur de GM, et ça va être un objectif en soi sur comment on extrait le GM d'un transistor, donc quelle est la pente de la tangente que nous observons là, sur cette caractéristique, et une fois qu'on a ça, vous verrez la porte de l'utilisation des modèles linéaires est grande ouverte, elle va nous permettre de
considérer que toute variation de tension se transforme en une variation de courant et que cette variation de courant pourrait, si l'on souhaite, soit le garder en courant, soit la mettre dans une résistance et la convertir en une tension. Et on aurait fait avec ça un amplificateur de tension. Je prends une variation base émetteur et je vais regarder son image en courant avec le courant de sortie et je vais mettre ce courant de sortie dans une résistance. Donc je le convertis en une tension de sortie et ça va être le premier ampli qu'on va étudier plus tard. J'aimerais bien maintenant reprendre ces différentes choses et utiliser le transistor dans le mode normal. J'aimerais aussi répéter qu'on avait dit que quand un transistor conduit, il y a un risque qu'il soit saturé. C'est lorsque UC est égal à 0. Alors j'aimerais bien différencier les deux. Le transistor conduit. Dès que j'ai dit que le transistor est en train de conduire, je peux tout de suite dire, lorsqu'un transistor conduit, la jonction base émetteur est de l'ordre de grandeur de UG. Ça, je pense que tout le monde maintenant a compris que le modèle linéaire par segment, dans lequel j'ai fait cette abstraction immense, qui n'a pas d'exponentielle, que j'ai deux parties qui décrivent l'exponentielle, là, dès qu'on me dit qu'il y a un courant IC, je vais vous dire, oui, la tension VBE est de l'ordre de UG. Qu'est-ce qui va se passer avec cette jonction-là? Donc le transistor, il a collecteur, base, émetteur. Je vais écrire vectoriellement ce qui se passe avec VCE. Je vais écrire ça, VCE est égal VCB plus VBE. Donc ces trois vecteurs, c'est une addition vectorielle. VCE, c'est de là à là. VCB est de là à là. Donc ce vecteur-là est égal à la somme de ça plus ça, et c'est ce que je viens de noter ici. Sachant que là, je viens de dire, quand le transistor va conduire, j'ai tout le temps ça de l'ordre de grandeur de UJ. Donc ça, je ne vais pas le modifier. Ça va rester comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe avec VCB? Eh bien, VCB, elle est inférieure à UJ. Pourquoi? Le transistor en mode normal, c'est lorsque la tension de là à là est tout le temps positive. Donc si je pose mes deux doigts là, le potentiel là est supérieur au potentiel ici. Ce potentiel-là est fixe. Donc la différence entre ça et ça, il doit être positif dans ce sens-là. Donc c'est une jonction VCB positive, donc VBC, elle doit être négative et inférieure à UJ, parce que dès que la jonction commence à s'inverser, donc lorsque la jonction commence à être positive dans ce sens-là, elle ne peut pas non plus aller au-delà d'une tension UJ. Pourquoi? Parce que je vais avoir une jonction PN ici, comme une diode, une jonction PN ici, comme une diode, et une diode, elle nous impose aussi une tension UJ et UJ. Si on prend en premier ordre, si ça est égal à ça, donc UCE va être égal à 0. Donc si ceci égale à moins UJ, rappelez-vous que ça c'est VCB, donc VBC est égal à UJ, donc VCB égale à moins UJ, ces deux choses vont être égales à 0. Et là, nous allons nous trouver dans le mode saturé. Donc pour garantir que mon transistor est entièrement dans le mode normal, je dois à tout prix garantir que VBE égale à UJ et VBC inférieur à UJ, qui induit que VCE est supérieur à 0, donc c'est une tension positive. Donc c'est sûr que ce potentiel de collecteur peut baisser plus bas que le potentiel de base et il peut tendre vers 0. Et à ce moment-là, cette jonction-là, elle devient positive dans l'autre sens et mon transistor va être saturé. À ce moment-là, et uniquement pendant ce mode de fonctionnement, je peux dire que le courant IC est linéairement proportionnel à bêta. Et le courant IE, c'est les deux courants qui entrent dans mon transistor, se somment et se sortent par l'émetteur. Donc IE est égal à IB plus IC. Donc si vous remplacez le IC ici par bêta fois IB, vous pouvez écrire ça comme ceci. Vous avez un courant IE qui est égal à IB qui multiplie 1 plus bêta.
Le bêta, on avait dit que c'est quelque chose de assez grand, c'est de l'ordre de 100, 200, 300, plus 1. Donc le 1, je peux le négliger. Et je me trouve avec le courant IE est à peu près égal à IC. C'est une approximation qui tient tout à fait la route, que ce courant-là, il est si petit comparé à ceci. Celui-là, il est 200 à 300 fois supérieur, ce qui fait que le IE, c'est à peu près égal à ce courant IC. Et tout ça dans la condition normale, parce qu'on a pu garantir que la jonction VCB est positive dans ce sens-là, et que VCE reste à ce moment-là strictement positif. Donc la tension de là à là est tout le temps positive. Maintenant, on va voir ce qui va se passer avec le transistor quand il est saturé. Voici ce qui se passe avec un transistor saturé. Cette ligne et cette ligne sont les mêmes. Le transistor conduit. Dans les deux cas, le transistor conduit un courant. Donc, dès qu'il conduit un courant, on avait vu que le VBE est d'office égal à UJ. Et là aussi, là il y a une erreur, ce S n'a pas sa place ici. Donc ici, vous avez le UBE est égal à UJ, mais on vient de voir que si vous prenez VCE qui est égal à VCB plus VBE, et que vous mettez ici UJ et vous mettez ici moins UJ, cette tension-là est égale à 0. Eh bien, si ça est égal à 0, c'est-à-dire là, de là à là, j'ai une tension où mon transistor commence à conduire, enfin plutôt cette jonction a une tension positive dans ce sens-là, et cette jonction-là a une tension positive dans ce sens-là, eh bien, VCE est égal à 0. Et là, c'est la condition pour laquelle votre transistor est saturé. Alors, qu'est-ce qui se passe avec un transistor saturé? Ben, un transistor saturé, vous avez tué cette loi. Cette loi-là, elle n'est plus correcte. Vous ne pouvez plus parler de la relation entre courant de base et courant de collecteur, ça c'est d'un côté, et dans la caractéristique de sortie, vous ne pouvez plus parler d'une source de courant. Donc ce transistor-là, ici, la tension base émetteur commande le collecteur, ici, la tension base émetteur ne commandera plus le courant du collecteur lorsque VCE est égal à 0, et nous ne pouvons pas parler d'un transistor qui pourrait être utilisé dans un circuit analogique. Vous verrez que c'est un transistor qu'on pourrait utiliser dans un circuit numérique. Donc j'aimerais bien qu'on fasse la différence entre les deux et que plus tard on va voir que saturer un transistor, c'est lié au circuit, ça n'a aucun effet sur le transistor lui-même, c'est pas lié à ses caractéristiques, c'est lié au circuit dans lequel nous l'avons placé à un moment donné où le courant est augmenté d'une manière que la tension VCE va devenir égale à 0, et à ce moment-là, on ne peut plus parler de ceci. Nous devons à ce moment-là dire que IC est différent de bêta fois IB, et là, nous parlons d'un courant de saturation, et on dit le courant de saturation dans la base va être bien sûr supérieur à cette loi qu'on avait trouvée ici, bêta fois IB, ou IC égale bêta fois IB. Ce courant peut augmenter, et il n'y a rien qui va l'empêcher si on ne le freine pas à cause de résistance. Et voilà, je crois que là, on a analysé ce qui se passe avec le transistor quand il a conduit et quand il se trouve dans le mode normal et dans le mode saturé. Et à gauche, on peut utiliser le transistor dans un montage linéaire et il se comporte comme une source de courant. À droite, eh bien, ça va dépendre de ce qu'on a mis comme limitation, mais c'est un transistor qui ne serait plus utilisé dans un circuit analogique.